Il était une fois un étang de Sologne ni très grand ni très profond, n'ayant rien de particulier qui puisse susciter l'admiration ou provoquer la jalousie. Une étrange rumeur courait à son encontre. Le soir, à la nuit venue, certains promeneurs en mal de larcin synégétique, que ce soit au collet ou bien à la lanterne, au piège ou au perché, s'en revenaient l'esprit fort troublé. Ils prétendaient tous peu ou prou avoir aperçu ou cru apercevoir un animal monstrueux et inquiétant faisant grand raffut à proximité de l'eau, avant que de s'enfuir dans un vacarme assourdissant pour se perdre dans les taillis et les ronciers. Au début, les premiers témoins oculaires furent taxés de flagornerie, d'affabulation, d'hallucination, tentant stupidement de justifier par le mystère ou la magie qu'ils aient pu souiller leurs braies en pleine forêt. Les moins crédules qu'il y avait bien là une énigme auprès de cet étang. Puis la fréquence de l'aventure finit par convaincre les plus récalcitrants. Pour ne pas courir le risque de la moquerie, les autorités locales souhaitèrent organiser une expédition qui ne prêta pas à la plus petite critique. Pour ce faire, en plus des 3 plus habiles braconniers de la région, il convenait de se faire accompagner de 2 personnalités considérées en terre solognote pour asseoir la crédibilité de l'opération. Monsieur le baron grand châtelain du bourg était à exclure, ayant les braconniers dans le collimateur, tout autant que l'ancien député, d'un tout autre bord que le nobliau. La participation d'un Saint-Hubert, quant à elle, fut souhaitée, afin d'éviter l'éventualité d'un procès-verbal. Ainsi, il serait 6 pour mener à bien cette opération vérité. Le choix des plus dignes représentants de la caste des délinquants nocturnes à la musette vagabonde ne fut pas une mince affaire. Il y avait dans la corporation des inimitiés tenaces, des griefs ancestraux transmis de génération en génération, des coups fourrés et des dénonciations qui ne passaient pas. Les uns avaient fait main basse sur ce qu'avaient piégé les autres, et vice-versa. Il fallut de longues recherches pour trouver 3 gaillards compatibles. Il faut avouer que n'étant pas voisins, ils ne chassaient pas sur les mêmes territoires. Puis, quand ils apprirent qu'un assermenté serait de la partie, les braconniers émirent les plus extrêmes réserves, craignant que leur violon d'ingre ne fût ainsi dévoilé aux représentants de l'État. Celui-ci, quand il apprit cette réserve de naïfs, leur fit dire qu'il y avait belle lurette que leurs exactions étaient connues dans la corporation. Ils n'avaient jamais été inquiétés, car les hommes de loi se préoccupaient guère du menu fretin. La remarque déplut aux 3 lascars qui boudèrent quelques jours. Le plus dur restait à faire. Obtenir l'accord de 2 personnalités incontestables du village. Il n'y eut pas long à les désigner. Le vicaire et le maître d'école étaient indubitablement les 2 autorités morales de l'endroit, reconnues de tous. Même monsieur le maire ne pouvait rivaliser avec eux. Mais si ce choix recueillait tous les suffrages, sa réalisation était une autre paire de manches. Comment associer 2 ennemis mortels? Monsieur le curé se refusait à collaborer avec ce suppôt de Satan qui enseignait des horreurs aux enfants de la communale. Monsieur l'instituteur ne pouvait accepter de collaborer avec un homme qui lavait les cervelles des enfants à coups de superstition d'un autre âge. Leur position était définitivement irréconciliable. Il fallut un concours de circonstances pour que la paix des braves se fasse entre eux. C'était justement jour de Saint-Hubert, la grande messe des chasseurs, avec les sonneurs pour animer la cérémonie. Pratiquants et athées se retrouvaient dans l'église qui exceptionnellement faisait sale comble ce jour-là. Seul le hussard noir boudait, ce qui était pour lui une farce d'un autre temps. La messe venait de se terminer. Monsieur le curé retrouvait toutes ses ouailles sur le parvis de son église, tandis que les corps de chasse donnaient une dernière sérénade. On se félicitait du succès de cette fête si importante en pays de Sologne, quand l'instituteur passa à portée de voix de l'homme de foi, qui débuta les hostilités, nul ne peut en témoigner.
Toujours est-il que les noms d'oiseaux volèrent si bas que les chasseurs armèrent leurs fusils pour faire un tableau de chasse. Le Saint-Hubert en chef s'interposa pour éviter la curée. Il attrapa par les oreilles ses deux chenapans, renvoya à l'homme de Dieu faire acte de contrition dans son église, tandis que l'instituteur se retrouva au piquet, les mains sur la tête, dans le café du commerce. Cela scella la réconciliation de ces deux-là. La troupe était au complet pour lever le mystère de la bête monstrueuse. Il fallut attendre des circonstances favorables pour que cette opération puisse avoir lieu. Une nuit de nouvelle lune était propice. Elle devait se situer un mercredi soir. Le lendemain, l'école était fermée et l'enseignant pouvait veiller. Il convenait encore, impondérable non maîtrisable, que nul défunt en puissance ne vienne donner de l'ouvrage au curé. Ce jour-là arriva enfin, et nos 6 observateurs se lancèrent sur la piste du monstre de Sologne. Ils attendirent la tombée de la nuit pour aller s'embusquer sur un poste d'observation favorable, à proximité de la place où les animaux venaient boire dans ce fameux étang. Ils étaient tous contre le vent. Les chasseurs avaient remarqué que le curé sentait un peu trop fort l'encens, tandis que les maîtres d'école avaient une odeur tenace d'alcool à brûler. Les inconvénients de leur métier respectif, sans doute. Les premiers à venir s'abreuver furent les petits mammifères à grandes oreilles, lièvres et garennes, s'entendaient comme larrons en foire pour venir laper un peu. Nos 3 braconniers n'en revenaient pas. Ils avaient sous les yeux un tableau de chasse dont ils se seraient amplement satisfaits, tandis que le garde les observait du coin de l'œil, en se disant qu'en d'autres circonstances, il les aurait pris la main au collet. Puis les chevreuils vinrent à leur tour, plus circonspects. Ils avaient envoyé un éclaireur qu'il fit le guet, tandis que la horde se déshydrata, avant que le gardien boive à son tour. Ils s'enfuirent comme une volée de perdreaux, car les princes de l'endroit réclamaient leur onde pure. Les biches éléphants tout d'abord, prudentes, sourcilleuses pour les mères, insouciantes pour les plus jeunes. Les jeunes mâles vinrent à leur tour, puis tout le monde fit place nette pour que le mâle dominant s'approche en majesté. Quel spectacle pour les chasseurs et les gardes, un dicor gigantesque, qui eût été un formidable trophée, mais tel n'était pas le but de cet affût, et c'est tant mieux. Puis la nuit s'étira sans que rien ne se passe. Monsieur le curé ne semblait pas souffrir de cette longue immobilité, lui qui avait souvent passé de longues heures à écouter les péchés de ses ouailles. Les autres avaient des fourmis dans les guiboles et l'estomac qui réclamait casse-croûte. On ne passe jamais autant de temps sans se substanter dans ce secteur. Soudain, il y eut un grand raffut, mouvement désordonné dans les broussailles, grognement sourd, d'abord, guttural ensuite, avant que ne surgisse celui qu'ils redoutaient tout autant qu'ils espéraient. C'était effectivement un animal qui avait toute l'apparence d'un vieux solitaire, puissant, large d'épaules, campé sur les postérieurs. Mais ce sanglier portait sur la tête une paire de bois formidables. Décidément, les gens n'avaient pas rêvé. Ils étaient tous à se taper du coude pour s'extasier devant la chose. L'apparition exceptionnelle qui allait remettre en cause les connaissances zoologiques. Tous, non. L'enseignant, homme de rationalité et de cartésianisme, ayant aperçu le prêtre se signer, se refusait à croire à une fantaisie du créateur ou une grimace du malin. Il prit ses jumelles et chercha le détail qui donnerait matière à réfuter le miracle. Il trouva. Il tendit ses jumelles au garde-chasse en lui demandant d'observer sous le menton de l'animal. Il y avait des sangles pour fixer cette parure factice. Ce n'était pas l'œuvre du diable et de quelques fantaisistes dont ils ignoraient le dessein. Chacun se garda bien d'éventer leur découverte, manière de tirer au clair ce mystère tout en entretenant le doute. Ils firent bien, car leur rumeur gagna les grandes villes voisines, puis la capitale. Les bourgeois d'abord, puis les curieux en mal de sortie dominicale se précipitèrent à la recherche du monstre.
Les 6 limiers avaient découvert le poteau rose quand le dépliant de l'office de tourisme, très adroitement, avait évoqué la possibilité d'une espèce endémique inconnue encore et qui aurait été observée sur le territoire exclusif de la commune à plusieurs reprises. Les complices ne jugèrent pas mal celui qui avait osé cette illusion. Depuis longtemps, la chasse aux dahus ne provoquait plus la venue des naïfs et des crédules en Sologne. Le monstre, à lui seul, fit bien plus. Les restaurants, au demeurant excellents, et les hôtels retrouvèrent une fréquentation digne de la grande époque. C'était bien là l'essentiel. Voilà des cornes qui ne nuisaient pas à la réputation des hommes de ce beau pays de Sologne.